Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un CV pour convaincre, particulièrement sur une recherche de stage lorsqu'on est étudiant et notamment étudiant sur une école d'ingé. Pour faire un stage en formation humaine, on sait que parfois, il peut y avoir des préjugés par rapport à la casquette ingé en disant non, mais vous êtes trop qualifié. On va aborder un petit peu ça pour que vous puissiez trouver votre stage au mieux. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une question. On vous parle du CV, on vous demande de faire un CV, mais un CV, pourquoi faire? Est-ce que peut-être en 10-15 secondes, vous pouvez donner une réponse dans le chat? Pourquoi est-ce qu'on demande de faire un CV? À quoi ça sert? Ok, donc pour se vendre, montrer ce qu'on sait faire, résumé de compétences, se mettre en valeur, être recruté, bah oui, pour avoir un stage aussi, évident. Ok, se distinguer des profils. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a effectivement, il y a beaucoup de tout ça. Alors, de manière générale, un CV, c'est votre carte de visite professionnelle avant toute chose. Effectivement, il doit répondre à un objectif, c'est le point 2. Donc il va falloir préciser directement sur le CV, bah, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est un stage? Si c'est un stage de combien de temps? Dans quel domaine? Donnez déjà un petit peu un périmètre finalement qui permettra d'éclairer l'entreprise sur ce que vous attendez d'elle, tout simplement. Parce qu'un CV qui ne répond à aucun objectif, c'est un peu une carte de visite où vous mettez simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. On ne sait plus à terme ce que vous recherchez et surtout, on n'aura pas de proposition de valeur en termes de réponse à vous apporter. Mais avant tout, c'est quand même présenter quelque chose parce que lorsqu'on est en première année, on ne sait peut-être pas encore précisément ce qu'on veut faire et puis surtout sur un stage FH, un stage de formation humaine, ce qu'on va vous demander, c'est une première immersion, en entreprise et effectivement, quand on va demander ce type de choses à une entreprise, elle peut être un petit peu réticente au premier abord. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est présenter les différentes facettes de votre profil, en sachant qu'un CV n'est pas uniquement composé d'expériences professionnelles. C'est un ensemble de facettes, on va le voir, on va le revoir, je vais le répéter, le marteler. C'est plein de petites choses qui vont constituer votre profil, à savoir vos compétences, vos formations, mais aussi certains aspects de votre personnalité extra-pro, à savoir vos soft skills d'une part, mais aussi vos centres d'intérêt et potentiellement vos loisirs. Et effectivement, comme ça a été dit dans le chat, le troisième objectif, ça sert à vous vendre. À vous vendre. Parce que sur une seule candidature à une offre en ligne, il faut savoir que le nombre moyen de réponses se situe entre 100 et 300. Ce qui veut dire qu'effectivement, en face de vous, il y a du monde. Donc, il va falloir, un, se démarquer et deux, vous mettre en avant avec ce que vous avez. Voilà. Donc ça serait effectivement à quoi sert un CV aujourd'hui. C'est à répondre à un objectif, mais c'est surtout donner une carte de visite professionnelle à une entreprise. Alors, question que vous pouvez vous poser, parce que faire son CV aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de le faire. Effectivement, il y a tout d'abord Word, qu'on connaît tous, qui permet très simplement de mettre des informations textuelles un petit peu les unes au-dessus des autres, histoire de concevoir une ébauche de CV. Maintenant, si on veut répondre à l'objectif de se vendre, il va falloir sortir du lot, il va falloir se mettre en avant, se démarquer. Pour cela, on va devoir concevoir un CV qui est percutant. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'un CV percutant? Alors, un CV percutant, chez CV Designer, on pense que ça répond à 4 grands commandements. Encore une fois, c'est un CV avec un objectif défini et personnalisé. Défini et personnalisé. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez tout à fait ajuster certains éléments que vous mettez dans le titre. Donc là, ici, sur l'illustration que vous voyez à gauche, écrit agent technico-commercial. Bah, typiquement, vous pouvez essayer d'innover avec soit un synonyme par rapport à une offre ou une entreprise que vous cherchez, soit essayer de peut-être d'attraper l'entreprise avec une touche d'humour, avec une touche de motivation un petit peu complémentaire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est commencer par mettre un titre à son CV. Un CV qui n'a pas de titre, une fois sur deux, il part directement à la poubelle. L'entreprise n'a pas de temps à perdre avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles recherchent, ou du moins qui ne partagent pas avec elles finalement la finalité de la candidature. Le deuxième commandement, c'est un CV qui est
À jour, alors ça peut vous paraître complètement évident, mais si vous avez déjà eu, ou déjà fait des petits jobs par le passé, vous avez certainement fait déjà un CV. Il ne s'agit pas uniquement de reprendre ce CV-là, de mettre peut-être la dernière photo, du moment et puis hop, c'est parti, on l'envoie. Faites super attention. S'il y a des choses qui ne correspondent pas d'un point de vue date ou si on voit que la dernière date qui est présente sur votre CV remonte à il y a 2 ans ou 3 ans, potentiellement, déjà, un, il va manquer des informations sur votre CV et ça, c'est dommage, ça ne va pas vous valoriser. Et deux, l'entreprise va peut-être se dire, OK, ça, c'est un candidat qui postule à tour de bras. Nous aussi, on recrute chez CV Designer et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment fatigant quand on voit des CV où c'est pas le bon titre ou potentiellement il n'y a même pas l'information en cours à Télécom Paris. Bon, c'est des choses qui sont vraiment mais, d'un niveau de simplicité évidente. Mettez votre CV à jour. Le troisième point, le troisième commandement, c'est une présentation soignée qui donne envie de le lire. Je ne vais pas repartager ma caméra parce que je n'ai pas mes exemples de CV habituels, mais si je vous présente un CV, vous voyez, classique, le premier modèle que vous téléchargez quand vous tapez modèle CV gratuit sur Google, et vous mettez celui que vous voyez à l'écran à côté. À votre avis, le recruteur, il va lire lequel en premier? Bah, la question elle va être assez simple, enfin plutôt la réponse, elle va être assez simple. C'est celui que vous voyez à l'écran pour une raison qui n'est pas forcément liée au graphisme, mais c'est simplement à la présentation. Le fait qu'il y ait des couleurs, que les informations soient contrastées, mais surtout que les informations soient organisées. Donc on distingue très facilement les expériences pro des formations, même si d'ici je ne vois pas le contenu, il y a une certaine structure et une hiérarchie de l'information qui va vraiment me simplifier la lecture. Ça m'amène au quatrième commandement, il faut que la lecture de votre CV soit simple, soit fluide. Un CV est lu en moyenne entre allez, 7 et 30 secondes. Vous allez lire un petit peu tout à ce sujet sur Internet. La question, c'est pas de savoir si c'est 7 ou si c'est 30. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement rapide parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si votre CV n'est pas lisible parce que vous avez choisi une police, je ne sais pas, en jaune très très pâle sur, sur un fond blanc, là, la lecture, elle va être un petit peu compromise pour le recruteur. C'est suivant, direct. Donc, pensez bien à vous mettre dans la peau du recruteur. Est-ce que c'est compréhensible pour lui? Est-ce que c'est simple à lire? Et est-ce qu'il va pouvoir passer d'une information à une autre sans ni se tordre le cou, ni avoir à chercher à l'intérieur d'une section? Ensuite, pour trouver un stage de formation humaine avec la casquette ingé, souvent, ce qui remonte, alors c'est pas uniquement valable pour vous à Télécom Paris, mais de manière générale, ce qu'on va vous demander à travers ce stage, c'est d'avoir une première expérience en entreprise. C'est de vous familiariser avec les codes de l'entreprise, avec le milieu professionnel. Et pour ça, on va vous demander de ne pas forcément aller sur finalement des entreprises ou des départements ou des missions qui sont en rapport avec vos formations. Évidemment, l'objectif, c'est de vous ouvrir un maximum l'esprit. Pour cela, on va vous demander de candidater aussi dans les entreprises auxquelles vous n'avez pas forcément pensé ni forcément envie initialement. Ça, c'est un autre sujet. En ce qui concerne les différentes typologies, peut-être de missions que vous pourriez exercer dans le cadre de ce stage-là, ça, je pense qu'il y a pas mal d'exemples qui vous sont proposés, notamment par les promos précédentes, hein, qui vont illustrer un peu ce qu'ils ont pu avoir effectué en termes de stage. Maintenant, il y a des points, comment dire, sur lesquels il va falloir aussi appuyer. Parce que qui dit stage de formation humaine ou quelque part un peu le stage ouvrier, le premier pied dans l'entreprise, c'est déjà convaincre. Convaincre l'entreprise de vous prendre pour une mission qui est courte. Effectivement, en tant que recruteur, souvent, on est un peu réticent sur des missions qui sont courtes parce qu'on n'a pas le temps de vous former, parce que vous êtes aussi jeune et potentiellement on se dit que vous ne saviez pas faire encore grand-chose par vous-même. Néanmoins, il y a des éléments qui sont un petit peu faux et un petit peu biaisés. Il y a plein de choses que vous savez faire. Et pour ça, il va falloir construire un CV qui se veut opérationnel pour stimuler déjà l'intérêt du recruteur lorsqu'il va le lire, mais pour montrer que voilà, vous savez faire des choses, vous avez envie de faire des choses et ce stage, il faut qu'il vous le donne. Donc typiquement, moi je vais vous demander de faire un premier niveau d'abstraction, c'est de vous dire, OK, quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans une auberge de jeunesse, enfin, l'entreprise c'est une auberge de jeunesse, quelle image elle va avoir de vous, sachant qu'elle va voir Télécom Paris sur le CV en disant, bon bah OK, ça c'est une grande école d'ingé. Typiquement, c'est un peu l'image de gauche. Parce que
l'image des ingénieurs, c'est des personnes qui sont hautement compétentes. C'est ça, c'est vers ça que vous allez tendre de toute façon à travers vos formations et vos expériences à venir. Euh, et il faut absolument que vous arriviez, non pas forcément à casser cette image, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais plutôt à montrer qu'à côté de ça, il y a bien des choses. Il y a bien des choses qui vont l'intéresser, qui vont faire que dans ce stage, vous allez vous épanouir. Donc pour ça, nous, on va vous donner 3 conseils qu'il va falloir matérialiser un petit peu après sur le CV. La première chose, c'est synthétiser vos savoir-faire. Toute expérience confondue, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit associative, j'y reviendrai dans le troisième point, il va falloir synthétiser tout ce que vous savez faire. Est-ce que vous savez organiser, je ne sais pas moi, une soirée, un événement? Est-ce que vous avez déjà travaillé en équipe? C'est des trucs qui peuvent paraître complètement débiles. Néanmoins, ça va venir aussi rassurer une petite entreprise de se dire, ou même une plus grande, de se dire que vous savez déjà faire des choses et que vous avez déjà réalisé des choses dans un certain contexte avec à la fois des objectifs et des contraintes qui vous sont imposées. Donc, synthétiser vos savoir-faire, c'est une première étape. La seconde étape, et c'est l'une des plus importantes pour arriver à convaincre l'entreprise de vous prendre sur un stage de formation humaine, c'est parler, exposer et surtout valoriser vos savoir-être. Alors, un savoir-être, ça a plein de noms. Ça a le nom soft skills, ça a le nom atout personnel, ça a le nom qualité personnelle. Bon, grosso modo, c'est des ensembles de qualités et d'aptitudes qui est lié finalement à votre personnalité, que vous allez pouvoir mettre implicitement au service d'une mission professionnelle. Typiquement, le fait d'être avenant, d'être à l'écoute, ce type de qualité-là, c'est hyper bon pour un poste ou pour une mission, je ne sais pas, d'accueil, de réception, d'accompagnement, de clientèle, de partenaire ou autre. Parce que, au-delà des compétences de vente qui peuvent être exigées pour un poste ou pour un autre, derrière, c'est une aptitude que vous avez déjà. Et ça fait partie des compétences. Ce n'est pas l'école qui va vous le transmettre, elle va vous aider à vous ouvrir pour peut-être développer certaines de ces compétences, de ces savoir-être-là. Et c'est des choses que vous avez déjà implicitement en vous. Et je vous donnerai aussi quelques exemples sur le slide d'après. Ces savoir-être, il va falloir aussi peut-être prioriser ceux qui sont tournés vers le collectif et la motivation. Il y a peu de chances qu'on vous prenne en stage de formation humaine pour quelque chose de complètement individuel. Alors après, c'est vrai que dans la réalité, il y a aussi parfois les stages café, mais généralement, les stages café, on ne les fait pas tout seul. Donc du coup, on rebondit sur la partie collectif. Le collectif et la motivation sont, on va dire, les 2 grandes familles de savoir-être qu'il va falloir matérialiser le plus possible dans votre CV pour montrer que, bah, OK, l'expérience, que vous demandez, le temps de stage est extrêmement court, mais vous avez déjà montré à travers votre CV et notamment à partir des sections, centres d'intérêt, bon, je suis en train de spoiler ce que je vais dire après, certains éléments qui vont être traduits sous forme de savoir-être que vous avez développé. Donc, le collectif et la motivation, c'est 2 keywords que je vous invite un petit peu à garder en tête et qui vous aideront un petit peu à identifier et prioriser les savoir-être à mettre sur votre CV. Enfin, le troisième point, c'est montrer votre maturité et votre autonomie. Parce que certes, vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle longue comme le bras, avec peut-être des référents qui sont capables de valider que vous savez faire telle ou telle chose, que vous excellez dans tel domaine et un tout petit peu moins dans tel autre, mais vous avez quand même la compétence. Alors, dans ce cas-là, on va jouer sur un côté réassurance pour l'entreprise. C'est dire, bah, OK, bah, prenez-moi, de toute façon, vous n'avez absolument rien à perdre. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je suis quelqu'un qui peut endosser des responsabilités. Parce que j'ai quand même une certaine maturité, même si je suis jeune, et que je suis autonome. Bien évidemment, il va falloir l'illustrer. Il ne suffit pas de dire eh oh, bonjour, je m'appelle Martin ou je m'appelle Valentin, je suis mature et autonome, prenez-moi. Non. Il va falloir le montrer et l'illustrer avec notamment d'autres éléments, comme par exemple vos implications dans des associations, qu'elles soient liées à l'école ou pas d'ailleurs, dans des projets personnels. C'est notamment le cas je ne sais pas moi, si vous êtes impliqué depuis un certain temps, j'ai n'importe quoi, même sur une chorale, dans une chorale. Alors moi, je ne chante pas et je ne vais pas vous faire de démonstration aujourd'hui, je vais vous épargner. Mais vous êtes dans une chorale depuis, je ne sais pas, 8 ans, 6 ans même, quelque chose comme ça.
Bah, c'est un engagement sur un certain long terme. Peut-être que vous avez fait des concerts, peut-être que vous avez fait des activités. Le fait que vous vous engagiez autour, bah, d'une vision commune partagée avec un groupe, par exemple, avec, bah, des préparations communes, ça montre que vous êtes impliqués. Et l'implication, c'est une certaine forme de responsabilité, donc de maturité. Si, vous avez développé, vous avez tenté de faire, je ne sais pas moi, un jour une appli mobile ou un site ou je ne sais pas, vous avez tenté d'amorcer peut-être, une réflexion, un projet. Ça, c'est des choses qui sont vraiment, des éléments qui viennent renforcer, appuyer le degré d'autonomie. Donc ces 2 qualités-là doivent se ressentir dans votre CV pour pas que quand on voit le CV, on se dise: «OK, c'est un bébé». Voilà, grosso modo, c'est ça dans la tête des recruteurs, c'est: «OK, est-ce qu'il peut faire la chose ou est-ce qu'il ne peut pas la faire?» Non, vous, vous avez cette force d'avoir déjà des choses à faire, vous avez certainement, fait autre chose avant, DUT, prépa ou que sais-je. Il y a des choses que vous pouvez, totalement montrer, donc notamment votre implication, votre acharnement, ce type de choses-là. C'est pas uniquement en marquant: «J'ai fait telle prépa», que vous allez faire la diff, mais c'est simplement en montrant votre capacité, peut-être à travailler, à vous remettre en question, qui va justement traduire cette maturité et cette autonomie. Donc voilà, ça, ces 3 éléments vont faire que vous allez pouvoir construire un CV opérationnel. Ce qui veut dire, bah, je suis capable de. Voilà. Et ça, souvent, ça suffit pour décrocher ce type de stage. Alors, factuellement, ce que j'ai commencé à dire dans le slide d'avant, c'est comment est-ce que je fais? Parce que Valentin, tu es sympa avec tes grands principes, mais moi, ça ne me parle pas, j'arrive pas à m'identifier. Bah, typiquement, pour sortir un petit peu ces qualités dont je parle, donc ces fameuses soft skills, je vais prendre l'exemple d'un sport, notamment du foot. Il y a certainement pas mal d'entre vous qui font du foot. C'est pas du tout mon cas, moi je suis plutôt team rugby, mais dans le foot, chacun peut avoir un poste. Donc le fait que vous ayez un poste, vous avez une mission à remplir. Et ça, c'est important de pouvoir l'indiquer sur le CV. Ce qui est important, c'est pas de dire, ouais, vous étiez, que défenseur, vous n'étiez pas attaquant, c'est pas vous qui mettiez les buts. Bon, ça, on s'en fout. Par contre, ce qui est important, c'est de montrer que, voilà, vous aviez un rôle à remplir, bah, vous l'avez rempli et vous avez fait du foot pendant peut-être 5 ans, 6 ans, à occuper ce type de poste-là. Donc, on vous a confié une mission dont vous avez porté la responsabilité pendant cette période. Si en plus, vous avez été, je sais pas, capitaine par exemple, là tout de suite, il y a la dimension, un petit peu plus, ben, finalement management de la chose puisque, bah, quand on est capitaine d'une équipe, on a une certaine responsabilité. Vous avez aussi, le devoir de fédérer, certains enfin vos coéquipiers. Vous avez peut-être aussi fait des compétitions et si c'est le cas, bah, peut-être que vous avez gagné, peut-être que vous avez perdu. Le score final, on s'en fiche, c'est les apprentissages qui vont être importants. Donc si, vous êtes planté peut-être les 3 premières années, voilà, vous avez échoué en équipe, bah, montrez que vous avez participé à des compétitions pendant peut-être 5 années d'affilée, sans écrire finalement le résultat final. Ça montre votre engagement sur le long terme, ça montre aussi votre capacité de résilience. OK, vous vous plantez, bah, vous apprenez de vos erreurs, vous vous améliorez et vous recommencez. Et ça, c'est des qualités qui sont extrêmement recherchées par tout type d'entreprise. Voilà. Donc ça marche pour le foot. Il y a aussi le fait que c'est un sport collectif. Donc voilà, vous savez jouer en équipe, vous savez composer avec des personnes qui ont d'autres tempéraments que vous. Donc vous êtes adaptable, vous êtes polyvalent. Et ça marche aussi pour les sports individuels. Alors, on n'a pas la dimension collective, mais quand on est en sport individuel, par exemple le tennis ou, je ne sais pas, même la danse, ça marche aussi. Dans ces cas-là, bah, c'est important de montrer que quand vous êtes seul face à vous-même, vous êtes capable de vous fixer des objectifs et de faire le nécessaire à travers des entraînements, par exemple, pour atteindre vos objectifs, même si c'est dans le sport. Ça marche extrêmement bien. Donc oui, il n'y a pas la dimension collective en tant que telle. Par contre, vous allez surbooster votre autonomie. Donc c'est autant valorisable qu'une expérience collective dans le sport. Et ça, c'est valable pour n'importe quel sport. Ensuite, il y a la dimension association. Donc dans la dimension association, heu, on s'en fiche un peu en tant que recruteur de savoir que vous étiez, je ne sais pas, dans l'association, le truc des Nations Unies là, qu'il y a souvent dans les écoles. Je ne sais pas si vous l'avez à Télécom Paris ou Enactes, Entrepreneuriat ou les juniors entreprises. Non, c'est pas forcément ça qui va être intéressant, c'est plutôt, pourquoi vous avez choisi ça. Donc ça sera quelque chose à mettre soit dans la lettre de motivation, soit dans l'entretien, mais indiquer votre rôle. OK, vous étiez chargé, je ne sais pas, de communication, chargé de projet, chargé de ceci, chargé de cela. Ça, c'est important et d'expliquer, bah, de donner quelques exemples, de ce que vous avez réalisé
liées à ce rôle-là. Par exemple, j'ai organisé, je ne sais pas moi, des petits déjeuners de manière régulière, j'ai organisé, des réunions, j'ai organisé des présentations, des trucs qui peuvent vous paraître, complètement anodins parce que, bah, finalement, c'était votre «job» entre guillemets tous les jours dans cet asso. Il faut les donner parce que c'est pas forcément implicite, c'est pas forcément explicite, pardon, pour les entreprises. Il faut leur donner un petit peu de grain à moudre. Il faut qu'ils arrivent à se projeter, à comprendre ce que vous avez déjà fait et souvent, bah, choisissez des missions qui sont un petit peu en parallèle avec, bah, finalement la typologie de boîte, qui vous intéresse. Ça vous valorisera d'autant plus. Essayez de souligner aussi les objectifs que vous vous donniez, aussi bien collectivement qu'individuellement. Hem Notamment, bah, sur une association, il y a toujours un but. Alors oui, c'est, aussi se faire un petit peu plaisir. Donc là, on a pris le logo de l'asso de musique aussi, de Télécom Paris, mais, il y a un but. Donc même si c'est quelque chose d'artistique, c'est, bah, pour divertir, peut-être l'ensemble des promos de Télécom Paris, c'est un but comme un autre. Mais montrez que vous savez aussi travailler avec un objectif. Parce que, les objectifs en entreprise, on vous les donnera toujours et montrer que vous savez y répondre, c'est déjà un premier pas, bah, pour montrer aussi votre maturité. Voilà, donc on revient toujours au même sujet. N'hésitez pas à partager les succès ou résultats, quels qu'ils soient. C'est pas parce que vous n'êtes pas champion du monde de quelque chose qu'il ne faut pas le mettre. Même à petite échelle, ça vaut le coup. Ça montre un petit peu votre état d'esprit et ça, c'est ce qui va faire votre force. Ensuite, on va passer à l'organisation de ces contenus-là. C'est qu'un CV, il n'y a pas qu'une seule et unique manière de le faire. Un CV, c'est avant tout quelque chose qui correspond à un objectif, mais un objectif personnel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, qui dit objectif personnel dit aussi prise en compte des spécificités de chacun. Peut-être que certains ont déjà des expériences, tandis que d'autres, ce sera uniquement leur première en termes d'expérience pro. Donc, le CV doit se moduler et doit s'adapter en fonction des situations de chacun. Très simplement, il n'y a pas une recette magique pour le CV. Donc, c'est pour ça que on va parler, nous, d'organisation de contenu et notamment de blocs de contenu. Alors, ce qu'on entend par les blocs de contenu, c'est en fait des différentes sections du CV qui peuvent être plus ou moins visibles avec les jeux de couleurs, mais c'est surtout l'organisation des contenus par typologie. Donc, typiquement, bah, c'est déjà regrouper toutes les langues entre elles, toutes les compétences entre elles, de manière à faciliter, on va dire, la lecture du CV, comme je le disais tout à l'heure, donc la fluidité aussi de lecture par le recruteur. Euh, mais c'est aussi bien distinguer des expériences professionnelles d'expériences complètement personnelles. Tout peut avoir sa place sur un CV à partir du moment que c'est justifié. C'est valable pour les voyages, c'est valable pour les réseaux sociaux, c'est valable pour les centres d'intérêt, c'est valable pour peut-être des listes de lecture. Si jamais ça peut faire sens, pourquoi pas? Donc posez-vous bien la question de: «OK, quelle typologie d'information je peux proposer, finalement aux recruteurs, que je vais cibler et du coup, comment est-ce que je vais le présenter dans mon CV?» Donc l'organisation du contenu, ça passe déjà par une segmentation, une organisation des différentes sections. Ça passe aussi par un titre, comme je le disais tout à l'heure, donc je ne vais pas encore le développer, et par ce qu'on appelle un pitch. Donc un pitch, c'est souvent la petite description, un petit laïus, une petite intro, on appelle ça comme on veut, qu'on va mettre sur son CV, alors qu'il ne doit surtout pas développer l'intégralité de la lettre de motivation, mais plutôt de donner peut-être un résumé de votre projet professionnel d'une part, ou peut-être même de bah, pourquoi est-ce il faut vous prendre vous par rapport au contexte donné. Si vous mettez simplement je suis le plus dynamique, le plus polyvalent et en plus je fais les meilleures vannes, euh, peut-être que si vous postulez à une offre ou si vous envoyez votre candidature spontanée à une entreprise qui avait l'air d'être assez open sur le moment, ça peut passer. Mais si vous l'envoyez à une autre sans ajouter un petit grain de quelque chose de personnel par rapport à l'entreprise, par rapport à ses produits ou autres, souvent ça passe pas. Donc pensez à travailler un pitch. Généralement, c'est 2 à 3 lignes, grand max. Essayez de balancer dedans une ou deux caractéristiques clés de votre personnalité. Voilà, ça peut être la bienveillance, la curiosité, le dynamisme, l'énergie, de l'humour, hein, vous pouvez le tenter, vous êtes jeune, hein, vous n'êtes pas encore des vieux rabougris derrière leur bureau avec 30 ans d'expérience, donc profitez-en, on peut se permettre un peu de choses osées quand on est étudiant, tant que ça reste professionnel. Voilà, donc voilà pour le pitch.
Ensuite, en ce qui concerne la présentation globale du CV, il y a 3 approches que vous pouvez, utiliser. C'est l'approche par présentation antichronologique, donc à savoir que dans les expériences, on présente toujours la plus récente en première. Pareil pour les diplômés formation. Donc vous pouvez choisir quelque chose qui est tourné plutôt sur, la logique et l'histoire de votre parcours, ou bien vous pouvez proposer quelque chose plus par compétence. C'est d'ailleurs, pardon, le cas sur, le CV de gauche, où on va essayer de créer plusieurs blocs de compétences qui sont extrêmement visibles et que je vais mettre même avant mes expériences professionnelles parce que ce que je veux présenter au recruteur avec ma carte de visite pro, c'est d'abord des ensembles de compétences que je suis prêt à mettre à son service. Donc ça, c'est le CV de présentation par les compétences. Enfin, le dernier, et c'est peut-être pour ceux qui ont développé plusieurs types de projets ou qui ont travaillé sur des projets personnels qui leur tiennent à cœur depuis longtemps. Ça peut être un album, ça peut être une maquette, ça peut être, je sais pas, un book photo, des choses liées à des éléments qui vous intéressent. Le CV par projet, c'est un CV où vous allez utiliser des blocs de contenu pour raconter un peu l'objectif de votre projet, combien de temps vous avez bossé dessus, ce que ça a impliqué à l'intérieur, donc tout ce que vous avez fait, et enfin le résultat. Donc c'est objectif, comment j'ai fait, résultat. Ok. Vous pouvez mettre un, deux projets, grand max, je pense que ça suffit. L'histoire que vous allez raconter avec un CV par projet, c'est votre capacité à faire les choses et à vous intégrer dans un contexte qui est déjà défini. Et ça aussi, ça peut plaire, parce que ça montre encore une fois votre maturité. Enfin, souvent, ce qu'on se dit, c'est bah ouais, mais j'ai rien à dire sur mon CV, donc ça va jamais rentrer sur une page, voire du moins, je vais avoir un grand espace en bas. C'est ce qu'on appelle plus communément le syndrome de la page blanche. Donc, quand j'ai pas beaucoup d'expérience et que je pense n'avoir rien à dire, bah, il va falloir chercher. Il y a forcément des choses à dire, quel qu'il soit, que ce soit par une expérience associative, que ce soit par du babysitting. Je ne sais pas, vous avez taillé les haies chez votre grand-père. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi avoir leur place sur le CV. Alors, il ne suffit pas de raconter uniquement, voilà, j'ai taillé les haies tous les troisièmes vendredis du mois de juillet chaque année chez mon grand-père pendant 3 ans. Il va falloir un petit peu enjoliver la chose. Encore une fois, on est dans la vente de soi. Donc, vous pouvez utiliser des termes qui se rapportent un petit peu plus, peut-être jardinerie, au paysagisme. Pour ça, il y a plein de mots-clés en ligne, notamment sur le site de Pôle emploi. Vous avez des fiches métiers et dedans, il y a des tonnes de mots-clés que vous pouvez réutiliser et qui sont vraiment très précis. Enfin, nous, on adore ça parce que du coup, ça permet vraiment de donner un effet un peu waouh aux recruteurs sans pour autant mentir. Hein. Dites pas que vous avez élagué les jardins de Versailles, ça ne marchera pas. Donc, n'hésitez pas à prendre dans vos expériences passées, même babysitting, que ce soit votre petit frère, votre petite sœur, vos petits voisins, à utiliser ces expériences en disant qu'on vous a fait confiance pendant des années ou N familles vous ont fait confiance pour garder leurs enfants pendant des années. C'était des enfants de quel âge? Ah, des enfants en bas âge, bah voilà, mettez 3 enfants en bas âge par famille. Je me suis occupé d'eux à partir de, peut-être de la récupération après la garderie jusqu'à le coucher le soir, ça va montrer complètement votre responsabilité, donc votre maturité et votre autonomie. Voilà, donc jouez vraiment là-dessus pour essayer d'organiser au mieux le contenu de votre CV. Maintenant, on va passer à la forme. Parce que le contenu, bon, j'espère vous avoir inspiré sur pas mal de sujets. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je le mets en forme de sorte à pouvoir traduire un petit peu toutes ces valeurs et finalement le présenter au recruteur. Donc, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Nos conseils pour la forme, c'est encore une fois, la lisibilité avant tout. Voilà, je le répète et je le répéterai encore. On vous conseille de choisir 2 couleurs maximum. Alors, en plus du noir ou gris et du blanc, bien sûr. Pourquoi 2 couleurs? Parce que après, ça fait souvent des panachés de couleurs qui sont un petit peu too much, un petit peu étranges. Il y a des recruteurs qui n'aiment pas énormément non plus les couleurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu de vie, de transmettre un petit peu d'énergie dans votre CV. Et la couleur va vous aider à faire ça. Elle est là aussi au service de la lisibilité. C'est ce qui permet notamment de pouvoir distinguer plus facilement en un coup d'œil les différentes sections du CV. Il faut éviter évidemment les combinaisons de couleurs, notamment du jaune sur du marron, parce que ça rend pas très bien, ou du turquoise sur du jaune, ça agresse un peu l'œil.
Là, vous allez sortir du lot, mais vous allez sortir du lot pour aller à la poubelle. Donc, privilégiez plutôt des couleurs qui ont un contraste plutôt sympa. Il y a un site qui s'appelle Adobe Color, hein, qui permet d'ailleurs de pouvoir regarder les couleurs complémentaires, donc avec les contrastes parfaits par rapport à l'œil humain. Donc, ça peut être intéressant. Et notamment sur le modèle Saphir, voilà, on a un effet un peu bleu-violet avec du rouge rosé. Et ça marche vraiment, vraiment super bien. Donc, miser sur le contraste des informations en ajustant les polices. Ça vaut pour la graisse. Donc, si le trait est plus ou moins épais sur les textes, mais aussi sur la taille. Il est important que le titre soit au moins de la même taille que le texte du bloc qui l'accompagne, qui chapeaute, si ce n'est un peu plus gros, ce qui permettra encore une fois de renforcer la structure et de faciliter la lisibilité. Et enfin, sur la forme, pensez à une chose extrêmement simple, c'est vraiment purement du marketing pour le coup. Harmoniser le design de vos documents. Vous pouvez tenter des choses. Euh, Là, sur la droite, ce que vous voyez, ce sont les modèles Saphir pour le CV et pour la lettre de motivation. Les deux sont assortis. Franchement, ça fait vraiment un effet waouh. Parce que le recruteur, quand il lit, quand il découvre votre candidature, même spontanée, ce qu'il va voir, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Parce que, un, les modèles, ils sont nickel chrome, ils sont hyper structurés. Et deux, vous avez apporté un soin tout particulier à la candidature. Donc, il va se sentir quelque part un petit peu flatté. Vous n'avez pas postulé à l'arrache. Donc, pensez à harmoniser le design, à faire des rappels de l'un à l'autre et surtout ne pas répéter la lettre de motivation dans le CV et vice-versa, bien évidemment. Enfin, avant d'aborder la partie CV en ligne, je vais juste faire un petit focus sur le bon état d'esprit pour vos candidatures, à savoir de la candidature jusqu'à l'entretien, surtout dans le contexte actuel et par rapport notamment au premier stage que vous allez devoir trouver. Un, va falloir respirer la bienveillance. Dans la manière de communiquer, dans la manière de vous exprimer par rapport à l'entreprise, c'est tout à fait important de comprendre que déjà, l'entreprise, elle peut être en difficulté. Le contexte actuel est assez compliqué, alors, sur tout ce qui est tourisme, où généralement, il y a beaucoup de choses en formation humaine, en stage ouvrier. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, respirez la bienveillance, soyez ouvert, soyez patient. Ça peut être long, vous pouvez avoir des personnes qui sont un poil désagréables par moment. Voilà, c'est les recruteurs, c'est le jeu de pouvoir. Ensuite, souligner l'autonomie et les responsabilités dans vos CV et vos documents de candidature, dans la manière de l'approcher aussi. Vous êtes quelqu'un de responsable, on peut vous faire confiance, on peut compter sur vous. Donc ça passe aussi par la manière dont vous allez peut-être soumettre la possibilité d'échanger par téléphone. Si vous donnez une heure à laquelle vous êtes joignable, soyez joignable à cette heure-là. Si l'entreprise vous appelle et que vous ne décrochez pas, c'est vrai que ça la fout un peu mal. Dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas à personnaliser votre messagerie pour bien indiquer à l'entreprise qu'elle est au bon endroit et que vous allez la rappeler dès que vous aurez pris connaissance du message vocal. Appuyez aussi votre disponibilité. Donc ça, c'est lié aux dates auxquelles vous souhaitez effectuer vos stages. N'hésitez pas à rappeler, c'est de telle date à telle date, mais je peux être disponible un petit peu avant, un petit peu après, voilà, pour essayer de donner un maximum de cartes à l'entreprise. Soyez aussi conscient d'une chose, c'est qu'au niveau de la gratification, et là, vous pouvez complètement faire la différence. C'est toujours mieux quand on est payé, mais sur des périodes assez courtes, notamment moins de 2 mois, la loi, comme vous le savez certainement, n'oblige pas en fait les entreprises à rémunérer les stagiaires sur des périodes de moins de 8 semaines. Donc, ce n'est pas systématique. Et ce qu'il faut simplement avoir en tête, moi je ne suis pas pour ou contre, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça peut avoir vraiment un effet, enfin, un vrai poids d'argument. C'est de dire, OK, moi je suis réellement intéressé pour me découvrir et pour découvrir un petit peu ce que l'entreprise propose durant un stage de formation humaine. Je suis conscient que vous allez devoir me former, etc. Je suis hyper souple sur la gratification. Voilà, si vous sentez que c'est coincé et si vous n'avez pas de soucis par rapport à ce point-là, sachez que ça peut devenir un vrai argument. Voilà, je vous le dis comme ça parce que c'est un sujet qui est souvent tabou. Enfin, vous avez l'impression que c'est un petit peu tabou, ou peut-être que l'entreprise va se dire, OK, il vient de Télécom Paris, donc forcément, il va avoir des attentes salariales, même pour quelque chose de très court, alors qu'il n'est pas encore formé, qui sont élevées.
Voilà, vous pouvez tout à fait désamorcer la situation en disant que vous pouvez être open. Si vous sentez que la personne est réticente, notamment si vous l'avez au téléphone et qu'elle commence à vous en parler et qu'elle n'est pas à l'aise, vous voulez le stage? Voilà, sauter dessus sur le sujet pour en parler. Potentiellement, vous allez avoir une gratification après. C'est notamment nous ce qu'on a pratiqué pendant longtemps chez CV Designer. On a pris pas mal de stages en 1 mois, 2 mois et on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop quel type de formation on pouvait leur dispenser. Par contre, systématiquement, lorsque ça se passait bien, ah ben, on a rétro-rémunéré. Donc, c'est ce qu'on appelle une gratification de fin de stage, où parfois ça montait facilement à 1 000 €, 2 000 €, des choses comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je finirai juste sur la candidature par soyez force de proposition, surtout en ce moment, pour inciter les entreprises à organiser des échanges par téléphone ou par visio. Elles sont assez open pour ça, d'autant plus qu'elles sont probablement aussi en partie en télétravail, du moins les décideurs. Et surtout parce que le premier contact en direct, donc téléphone ou visio, ça multiplie vos chances par 4 d'obtenir une réponse positive pour un stage. Voilà, ça, il faut vraiment le savoir. Le contact direct, c'est comme le relationnel, c'est ça qui va faire une grande partie du job. On va passer tout de suite à l'éditeur de CV en ligne. Donc, sur l'environnement de Télécom Paris, certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu un mail concernant une invitation à rejoindre cet espace-là. Donc, c'est un espace qui est réservé à Télécom Paris. Si vous avez déjà un compte CV Designer avec votre adresse de Télécom Paris, normalement, le lien qui vous a été envoyé vous demandera si vous voulez réutiliser ce compte-là. En tout cas, vous allez sinon tomber sur une page de connexion qui va ressembler à cela. Donc, de toute façon, je pense que Marie-Hélène vous recommuniquera l'URL si jamais vous en avez besoin ultérieurement. Là, pour le compte de démo, je vais utiliser un compte qui sera grosso modo celui que vous aurez par la suite. Petit souci de connexion. Je vais juste vous demander un tout petit instant. Voilà. OK. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous allez tomber du coup sur votre espace CV Designer. Charlotte, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien le bon écran? Oui, on le voit très bien, Guy. OK, super, merci. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous allez tomber du coup sur votre espace candidat personnel. Donc, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir faire tout un tas de choses assez cool, notamment mettre en application les conseils que je vous ai prodigués juste avant. Mais pas que. Vous pourrez aller aussi un peu plus loin et notamment interagir avec l'école qui pourra vous apporter aussi quelques coups de pouce, notamment sur la revue de votre CV. Donc, l'espace CV Designer, ça commence avec un espace Mes documents sur la gauche qui regroupera à la fois vos CV et vos lettres de motivation. Ensuite, vous aurez un espace Maestro qu'on abordera dans un instant, puis un espace Audience de CV, une fonctionnalité de CV en ligne avec tracking un petit peu des interactions sur vos CV. Ça, c'est assez cool. Et enfin, on finira avec les offres d'emploi.
Donc, sur la partie CV, lorsque vous vous connecterez, l'interface vous posera certainement un certain nombre de questions concernant votre projet professionnel. Tout cela afin de personnaliser un maximum votre expérience sur le site. À chaque étape, vous serez complètement accompagné. Et lorsque vous arriverez à l'étape de création de documents, vous tomberez sur un formulaire de ce type-là, où il s'agira de saisir notamment peut-être le poste ou le secteur qui vous intéresse. Et en fonction de ça, vous verrez qu'on vous fera peut-être quelques suggestions. Ensuite, vous tomberez sur cette interface-ci, donc à savoir l'éditeur de CV en ligne. Alors, c'est extrêmement simple, il n'y a rien du tout à télécharger. Tout se passe dans le navigateur. Vous ferez à la fois les créations de CV, mais aussi les modifications, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, de télécharger, de remettre, etc. Tout se passe vraiment en ligne, c'est enregistré automatiquement et vous allez voir au niveau de la conception, c'est quand même vachement plus simple que les colonnes de Word qui se pètent un petit peu la figure dès qu'on arrive en bas de page. Donc, le principe de l'éditeur CV Designer, c'est qu'on vous propose des ensembles de modèles. Donc là, pour l'instant, on n'a pas activé encore tous vos modèles, puisqu'on est en train de définir ceux qui seront les plus pertinents pour vous avec l'école. Mais pour le cas de la démo, on en a activé quelques-uns. L'objectif, c'est de vous proposer des modèles qui soient, alors, pour ceux qui connaissent déjà CV Designer, certains sont payants au grand public. Là, vous y avez accès gratuitement. Il y a des modèles exclusifs que vous n'avez certainement jamais vus, peut-être même jamais vus du tout sur les réseaux, donc ce qui vous permettra un petit peu de sortir du lot. L'idée de cette bibliothèque de modèles, c'est de vous permettre de choisir un modèle qui vous parle déjà en termes de structure avant tout. On met des couleurs par défaut, mais ne vous inquiétez pas, les couleurs sont modifiables. Comme ce orange moutarde, pas forcément très très beau, euh, on va pouvoir le changer en un bleu, en rouge ou ce qu'on veut de toute manière. Le principe des modèles, c'est qu'une fois que vous l'avez choisi, ça va mettre en forme le contenu du CV. Donc typiquement, j'avais des informations qui étaient pré-remplies déjà sur ce CV-là. Merci Charlotte. Ces informations vont se mettre automatiquement en forme par rapport au design choisi. Donc là, typiquement, voilà, on voit que j'ai un master en intégration circuit système chez Télécom Paris. Si je change de modèle, les informations voilà, sont persistantes. Donc elles vont rester, mais elles vont s'adapter au nouveau modèle choisi. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Les modèles sont interchangeables, vous pouvez les échanger à volonté sans aucune limite. Ensuite, sur la conception et sur le remplissage des informations, oui, par défaut, vous n'aurez pas un CV comme celui-là, vous aurez un CV qui vous indiquera veuillez saisir ici vos détails d'expérience, ici on vous recommande de mettre potentiellement des compétences, etc. etc. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Le fonctionnement s'articule autour de blocs. Donc les blocs de contenu, c'est les mêmes finalement que j'évoquais tout à l'heure. C'est des espèces de cases comme ça que vous pouvez attraper avec votre souris et du coup faire glisser, déposer dans un ordre ou dans un autre. Les options vont différer légèrement selon les modèles. Je vais reprendre Triomphe qui est quand même un petit peu plus simple pour ça. De manière à pouvoir mettre en avant votre formation en cours si c'est ce que vous souhaitez, ou pourquoi pas mettre des ensembles de compétences si on veut faire un CV avec une approche par compétences. Vous pouvez évidemment passer ces informations de droite à gauche, de haut en bas, etc., etc., sur potentiellement 2 pages. Donc après, c'est très facile de revenir sur une seule page. Il suffit de reglisser les éléments où vous le souhaitez. Vous avez aussi une assistance qui va détecter lorsque votre CV fera plus d'une page A4. Donc du coup, sortira du format imprimable, ce qui vous fera gagner aussi un certain temps. Et cette zone rouge vous proposera 2 options. La première, ça va être d'auto-réduire les tailles. Vous voyez, c'est magique. Il va réduire certains aspects pour rentrer là-dedans. Donc là, il a été un petit peu violent sur la taille réduite. Et l'autre option, c'était de potentiellement déplacer le contenu sur une page suivante. L'idée, c'est de vous assister sur la conception modulable de votre CV, avec aussi la possibilité d'ajouter des blocs de contenu particuliers, notamment vos expériences associatives. Bon, elles ont déjà été ajoutées juste là, mais si vous vouliez en rajouter, parce que sur le modèle par défaut, il n'y était pas, vous pouvez cliquer sur Ajouter un bloc, vous choisissez où est-ce que vous voulez l'ajouter, ce fameux bloc, et vous choisissez parmi la liste des informations qu'on vous propose. Donc, il y a pas mal de choix. Il y a également le bloc de contenu libre qui vous donnera la possibilité non seulement d'éditer le titre, un peu comme partout, mais aussi d'éditer complètement le contenu qui est à l'intérieur. Pour cela,
vous avez un petit crayon sur la droite et ici, vous avez un éditeur de texte. Donc, c'est un WYSIWYG, hein, pour ceux qui connaissent un peu le terme web, où grosso modo, ben, vous allez obtenir sur votre CV ce que vous avez ici, mis à part les listes à puces qui se mettent automatiquement avec les tirets, juste ici. Voilà. Vous pouvez mettre en gras super facilement, mettre en souligné, etc., etc. Donc, tout va fonctionner un petit peu comme ça sur CV Designer, y compris dans la saisie des expériences pro et des diplômes et formations. Donc là, évidemment, on va vous faciliter la saisie en vous proposant des menus déroulants pour choisir les dates, indiquer les missions, les lieux, les noms d'entreprise, etc., etc. La rubrique qu'il va falloir le plus finalement travailler de votre côté pour être vraiment percutant dans votre candidature, c'est la section détails. Enfin, vous pouvez évidemment choisir de ne pas mettre de photos. Il vaut mieux ne pas mettre de photos plutôt que de mettre une photo avec le maillot de l'OM. Non pas que j'aime pas l'OM, mais c'est vrai que le foot, un maillot de foot sur un CV, sauf si vous postulez dans un club, ben, ça la fout un peu mal. Pareil pour les photos de vacances qui sont un petit peu mal cadrées. On voit les cheveux de votre meilleur pote à côté. On voit la mer turquoise avec les planches de surf derrière. Voilà, faites attention au contexte, c'est une photo pro, donc si vous mettez une photo qui n'est pas pro, mieux vaut ne rien mettre. Et à ce compte-là, vous cliquez sur la poubelle. Sinon, autrement, vous cliquez sur la droite pour photo de profil, ajouter. Ici, vous choisissez une photo. Et bah, je n'ai pas de photo sur moi, mais on va imaginer que j'en ai une. Hop, et quand vous cliquez sur mettre à jour, ça va remettre en forme la photo juste ici. Pour les barres de compétences, que vous retrouverez sur plusieurs sections, notamment les sections de compétences de langue, les sections de compétences informatiques, les atouts, donc c'est ce qu'on appelle du coup les soft skills, hein, nous on les appelle les atouts personnels chez nous. Vous pouvez les renommer en ce que vous voulez d'ailleurs. Donc ces barres de compétences, elles sont paramétrables, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de changer le niveau. Donc on vous mettra des indicateurs lorsque vous les mettez trop bas. C'est souvent le cas sur les profils ingénieurs. Vous comparez de manière complètement relative vos compétences, ce qui en soi est complètement sincère, et ça c'est plutôt bien. Mais d'un point de vue marketing de vous-même, donc encore une fois pour se vendre, bah, dire que vous êtes peut-être que 30% curieux ou 30% bon en je sais pas quoi, en CATIA ou en MS Project, c'est un petit peu faible. Donc on va avoir tendance à vous aider à vous valoriser de manière relative que par rapport à vous. De toute façon, on n'est pas sur des expériences qui sont certifiées, de manière supérieure à 40%. Si vous voulez ne pas afficher de barre de compétences, et c'est ce qu'il faudra faire notamment sur les langues, hein, c'est quand même de plus en plus retoqué par les recruteurs, il suffira simplement de décocher la case et de cliquer sur mettre à jour. En ce qui concerne la personnalisation, vous allez avoir tout un tas d'options sur la droite, dans la section options de personnalisation, où vous pourrez changer assez facilement tout ce qui va être couleur, tout ce qui va être taille de texte, notamment pour mieux occuper l'espace. Donc là, typiquement, je vois que ça commence un petit peu à dépasser. Vous pouvez régler aussi la marge entre les blocs. Donc là, elle est au minimum, et je pouvais tout à fait réutiliser l'espace pour créer plus, on va dire, de marge entre les différentes sections. Hop. Non, ça c'est l'en-tête. Et voilà, pour arriver à quelque chose qui rentre un peu pile poil sur une page. Ce qui, du coup, a rendu un peu plus sympa encore. Vous pouvez évidemment personnaliser les polices. Donc, notamment, on peut utiliser la Gilroy qui est plutôt impactante. Vous pouvez, sur certains modèles, aller modifier les couleurs de titres à la volée. Alors, ça dépend vraiment, pour le coup, des modèles. Le modèle artificiel vous permettra de le faire, le modèle Saphir aussi, le modèle Altavista qui n'est pas activé actuellement, permet de modifier même le contour de chaque case. Donc ça, je vous invite vraiment à jeter un œil pour vous approprier les options et de pouvoir possiblement réajuster en fonction de ce qui vous intéresse et ce qui vous valorise le plus. Pour les compétences, n'hésitez pas à mettre aussi du détail à côté de chacune des compétences pour justifier pourquoi est-ce que vous l'avez développée, cette compétence-là, y compris pour les savoir-être. Et lorsque vous avez complètement terminé votre CV, vous cliquez simplement sur télécharger en haut et vous allez avoir votre CV en prévisualisation ici et en PDF juste là. Donc, vous obtenez un CV qui est identique à ce que vous avez conçu dans l'éditeur juste avant.
Si vous avez fait une faute d'orthographe, vous revenez simplement sur l'éditeur, vous modifiez le contenu, vous corrigez la faute en question et vous le retéléchargez. Donc les téléchargements, c'est évidemment en illimité, donc n'hésitez pas, c'est totalement fait pour ça. Et vous pouvez aussi, donc sur l'espace Mes CV, travailler sur des copies de votre CV. Donc le multi-CV, on le dit jamais assez, c'est un CV par opportunité. Si vous si vous postulez auprès de 2 entreprises, bah, essayez quand même de faire 2 CV différents pour mettre en avant peut-être ce qui est le plus pertinent pour une entreprise et qui est peut-être un petit peu moins pour l'autre, de manière à vraiment maximiser vos chances déjà d'être lu par le recruteur, mais surtout de le convaincre. Donc, vous pouvez dupliquer vos CV, donc vous pouvez faire jusqu'à 30 CV, donc ça vous laisse de la marge. Et du coup, bah, potentiellement, bah, faire un CV avec la colonne en bleu à gauche, tandis que sur celui-là, vous allez utiliser potentiellement un autre modèle. Pourquoi pas artificiel. Voilà, donc ça c'était pour le CV. Vous avez la possibilité de solliciter aussi un coup de pouce de votre école en utilisant la fonctionnalité qui est ici. Donc ça, je laisserai Marie-Hélène vous en reparler peut-être ultérieurement. Mais le principe, c'est que vous pouvez solliciter un commentaire, donc avoir un avis de la part de l'école sur votre CV, voire potentiellement une correction. À savoir que Télécom Paris peut aussi à tout moment regarder votre CV et s'il voit qu'il y a des fautes, prendre la main dessus et corriger la faute pour vous. Donc, bien entendu, le travail, c'est quand même à vous de le faire. Vous serez accompagné et vous serez encadré évidemment par l'école. Et ça, c'est quand même super chouette. Il y aura des outils qui vous seront un petit peu rappelés au fur et à mesure. Maintenant, la première étape, c'est de constituer votre premier CV. Donc, on a vu le CV. On va passer sur la lettre de motivation, qui est aussi possible dans CV Designer. Je vais mettre quoi? C'était quoi comme poste ici? Ingénieur aéronautique. Bon, pour un stage, c'est un peu ambitieux, mais on va imaginer que c'est ça. Pour chaque première connexion, vous allez avoir un petit tuto. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas eu sur la partie CV, donc je n'ai pas pensé à vous le dire. Mais un petit tuto qui démarre et qui vous réexplique un petit peu, grosso modo, ce que je vous ai raconté sur la partie CV notamment, comment ça fonctionne, où sont les options, etc. etc. Donc vous pouvez le réactiver en cliquant sur tutoriel tout en haut à droite. La lettre de motivation, elle va fonctionner sur le même principe que l'éditeur de CV, sauf que les blogs, vous ne pouvez pas les déplacer aussi facilement. Notamment en ce qui concerne les blocs d'information de destinataire, donc à qui vous allez adresser la lettre. Votre nom, c'est pareil, vous ne pouvez souvent pas le bouger, ainsi que vos informations de contact. Néanmoins, en ce qui concerne la saisie des informations, du contenu de votre lettre, là, pour le coup, c'est carte blanche. Donc, vous avez un éditeur de texte, vous écrivez absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez désactiver l'objet qui s'affiche ici si jamais vous faites une candidature spontanée et vous n'avez pas forcément de référence à indiquer en cliquant sur afficher l'objet non dans les options de personnalisation. Sinon, pour le reste, tout fonctionne comme sur l'éditeur de CV avec des options en ce qui concerne les polices, les couleurs, les agencements, etc. Petite fonctionnalité assez chouette et qu'on vous recommande d'utiliser pour personnaliser d'autant plus cette candidature qui est quand même conçue numériquement, c'est la fonctionnalité de signature. Donc, par défaut, on va mettre votre prénom et votre nom. Vous pourrez choisir une police simili-manuscrite qui donnera un effet un peu plus sympa que si vous écriviez simplement votre nom et votre prénom en police standard. Ou bien utiliser la section de droite pour signer avec votre trackpad, votre souris ou autre, qui du coup donne encore un petit peu plus de cachet et d'attention à la lettre de motivation. Lorsque c'est terminé, tout pareil que le CV, vous cliquez sur télécharger en haut à droite et vous obtenez votre lettre en PDF. Donc le PDF, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que pour nous, c'est vraiment une évidence chez CV Designer, c'est que ça permet de garantir la non-modification entre guillemets du CV entre des échanges peut-être entre collègues côté entreprise. C'est surtout que c'est un format qui est visualisable sur tout type d'appareil, et ça, quelle que soit la machine qu'on utilise. C'est aussi le format qui est le plus compatible avec les logiciels des recruteurs qu'on appelle les ATS. Bon, ça c'est un truc un peu technique, mais les recruteurs utilisent des logiciels pour extraire un petit peu les informations du CV. Et le CV en PDF, notamment ceux de CV Designer, sont vraiment très compatibles avec ce type d'informations, ce qui du coup multiplie aussi
on va dire, la compatibilité avec du coup, les processus de recrutement des entreprises et en même temps, du coup, la vitesse à laquelle ils peuvent vous recontacter puisque vous allez être trié beaucoup plus rapidement. Évidemment, donc ça, je vais finir sur les documents sur ce sujet-là. Là, on a le modèle artificiel. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de travailler sur l'harmonie des documents parce que c'est beaucoup plus important, enfin, c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue communication. C'est aussi l'opportunité de donner une bonne première impression à l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, sur les modèles de lettres de motivation, vous allez en retrouver certains qui sont également sur le même design. Donc, on retrouve également le modèle artificiel pour la lettre, ce qui vous permet d'avoir un CV et une lettre déjà prêts assortis d'un point de vue structure et typologie de conception graphique. Ça, c'était pour les documents. De la même manière, vous aurez aussi une fonction de révision de lettres. Vous pouvez faire un CV dans une langue étrangère. Bon, ça, je l'évoque rapidement pour ceux peut-être qui seraient intéressés. Je sais qu'il y a quelques 3A parmi nous, donc s'il y a des stages à l'étranger, vous pouvez tout à fait faire du coup un CV en langue étrangère. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une duplication du CV original en français. Donc c'est important de d'abord le faire en français vers l'anglais et on va pré-traduire certains éléments, notamment des titres de section s'ils n'ont pas été modifiés, mais aussi et surtout les formats de date, ce qui va éviter quelques petites erreurs parfois de saisie, notamment sur les jours, mois, etc., etc. Vous pouvez bien entendu effectuer un CV dans une langue de votre choix. Nous, les seules langues qu'on va supporter aujourd'hui, ça va être l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais et l'italien, en ce qui concerne les éléments qui sont pré-traduits automatiquement. Évidemment, on ne traduit pas les contenus de vos détails d'émission et de vos diplômes. Ça, c'est à vous de vous creuser les méninges. Enfin, les autres fonctionnalités qui vont vous donner un coup de pouce. On va avoir Maestro. Donc Maestro, c'est un tableau d'organisation et de suivi de candidature qui est pour vous et uniquement pour vous. Il a vocation à remplacer soit celles et ceux qui font des tableaux sur une feuille A4 et qui mettent à jour avec un stylo, ou ceux qui mettent à jour ou qui utilisent un document Excel pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Le fonctionnement, c'est très simple, c'est de la méthodologie agile. Donc, ça veut dire qu'on va très facilement pouvoir suivre l'avancée de son processus de recrutement grâce à des colonnes qui correspondent à des états du processus de recrutement. Donc, tout d'abord, on se trouvera la colonne souhait pour préparer finalement vos candidatures. Donc, c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. On va dire que je postule chez Danone en, je sais pas moi, success. Voilà. Je souhaite postuler. À l'intérieur de cette candidature pour Danone, je vais pouvoir renseigner potentiellement l'URL de l'offre où je l'ai vu. Ça peut être sur CV Designer, ça peut être sur Indeed, ça peut être n'importe où. L'URL n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait écrire une candidature spontanée. Ça marche aussi. Des éléments de rémunération, vous avez pas mal de choses que vous pouvez de toute façon compléter. Vous pouvez prendre des notes, indiquer des informations de contact du recruteur, notamment nom, prénom, email et téléphone si jamais vous avez eu un contact ou que vous avez eu une rencontre précédente, et indiquer lequel de vos CV vous souhaitez utiliser, puisque pour l'instant, on n'est que dans la colonne souhait pour cette candidature. Enfin, évidemment, le process, le but, c'est vraiment de pouvoir faire avancer cette candidature dans le processus de recrutement. Donc, chez Danone, une fois que vous avez préparé votre candidature, l'objectif, c'est évidemment de l'envoyer, donc passer votre candidature dans la colonne « J'ai postulé ». Puis enfin, j'ai relancé parce qu'il y a deux réponses sur 3 qui sont données par les entreprises proviennent d'une relance. Alors, ça peut être une réponse positive, ça peut être aussi une réponse négative. Mais au moins, vous êtes fixé et vous n'êtes pas en attente à essayer de croiser les doigts pour que ça tombe prochainement. Donc, n'hésitez pas à relancer. On vous le rappelle en vous mettant cette colonne en plein milieu. Puis enfin, j'ai un entretien. On va vous mettre des petits rappels si vous saisissez du coup les dates et lieux. En dessous, c'est l'adresse de l'entretien. Et enfin, vous allez avoir du coup dans la finalité, on va indiquer si vous avez eu le job ou non. Donc vous pouvez gérer autant de candidatures que vous voulez. Alors, je crois que c'est limité à 100, mais bon, ça vous laisse quand même beaucoup de marge. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à centraliser aussi dans un seul et même endroit les CV, les lettres et les candidatures, très simplement. Pour ceux qui veulent aller plus loin,
vous aurez du coup le CV en ligne. Donc ça, je passe vraiment très rapidement dessus. Je vous laisserai tester par vous-même. Au lieu d'utiliser un PDF, vous pouvez utiliser un lien, notamment qui est partageable sur les réseaux sociaux. Lorsque vous le partagez sur LinkedIn notamment, ce sera votre miniature de CV à vous qui apparaîtra et non pas le logo CV Designer. Et lorsqu'il y aura des interactions avec le CV par un ou plusieurs recruteurs, enfin, ou potentiellement des personnes de votre réseau si vous l'avez diffusé sur LinkedIn, vous aurez des statistiques de consultation, combien de secondes il a été lu, est-ce qu'il y a eu des téléchargements, est-ce que c'est des personnes différentes. Donc, c'est des éléments qui peuvent aussi vous donner un petit peu plus de visibilité sur est-ce que votre candidature elle est pertinente, est-ce qu'elle intéresse ou est-ce qu'il faut encore une fois recommuniquer et repasser un petit coup dessus. Enfin, la dernière section, et je finirai sur ça, les offres d'emploi, où on retrouve beaucoup d'offres, on en agrège énormément, plusieurs centaines de milliers chaque mois, qui nous proviennent de partenaires, donc ça peut être Indeed, Monster, Hello Work, Cadre Emploi, etc., etc. L'objectif, c'est de vous proposer des offres qui correspondent en priorité au secteur de mobilité que vous avez défini dans votre CV, ça vous le testerez vous-même, et au CV que vous avez conçu. Donc là, typiquement, j'ai beaucoup de choses avec des choses, des thématiques liées à l'aéronautique et à l'ingénierie. Donc, vous voyez, les algorithmes commencent déjà à travailler pour vous proposer des choses qui sont pertinentes. Vous avez dans tous les cas des filtrages que vous pouvez faire en haut, alors par mots-clés, entreprise, peut-être intitulé de poste, mais aussi par zone de mobilité. Ça peut être une région, une ville, un département. Et enfin, une typologie de contrat, notamment sur les stages. Si vous voulez forcer les stages, c'est possible en cochant cette option-là. Voilà. Donc, tout cet espace CV Designer, c'est pour vous. Il n'y aura jamais aucun paiement qui vous sera demandé dans l'environnement CV Designer Télécom Paris. Toutes les fonctionnalités sont débloquées et offertes du coup par l'école. J'espère que cet espace vous permettra de vous préparer pour le mieux, que ce soit pour votre stage de première année ou votre stage de troisième année. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir vous accompagner. Si jamais il y a des difficultés, notamment d'ordre technique, vous avez ici un bouton aide qui vous permettra soit d'accéder à notre FAQ pour les questions les plus fréquentes, entre guillemets, et sinon, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Lorsque vous nous contacterez, vous serez identifié comme provenant de Télécom Paris, et du coup, on vous répond en priorité. Voilà. Donc, c'était la présentation du coup de la plateforme CV Designer. Et puis, pour clôturer, si je ne me trompe pas, on peut prévoir quelques questions-réponses pour ceux qui ont encore un petit peu de temps et ceux qui doivent y aller. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi ouvert les yeux sur pas mal de sujets. Et puis, vous recevrez très prochainement là, le support de présentation. Donc, s'il y a des questions, je veux bien les prendre, par chat. N'hésitez surtout pas. Merci J'avais à une vous. question, moi. Oui, allez-y. Bonjour. Je me demandais si donc, par exemple, pour un stage de formation humaine, si on veut être, je sais pas, on fait un stage pour être commis dans une cuisine, est-ce que ça vaut le coup de mettre des compétences qui ne sont pas forcément en rapport avec le job? Si je veux être commis, est-ce que je vais dire que j'ai des capacités en sciences des données, en intelligence artificielle? Alors, effectivement, ça, c'est typiquement ce que je disais, c'est quelque chose qui peut venir un petit peu, entre guillemets, faire peur parce qu'on est sur des choses qui sont très éloignées par rapport à la fonction de commis de cuisine. Par contre, ce que tu peux trouver, ce que tu peux identifier, c'est des similarités. C'est que travailler sur l'intelligence artificielle, ça te demande énormément de concentration et beaucoup de focus. Et c'est ça que tu vas devoir aussi mettre à profit dans ton expérience de commis cuisine parce qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'énergie. On compte sur toi. Ce n'est pas toi le chef, ce n'est pas toi qui prends forcément les lauriers, mais ton rôle, il est essentiel. Si tu n'es pas là, la cuisine, elle ne tourne pas. Tu vois. Donc, c'est trouver et identifier des éléments ou des caractéristiques finalement de ce que tu sais faire, de ce que tu veux faire ou de ce que tu es en train d'apprendre à faire qui peuvent se transférer et être interprétés un tout petit peu différemment dans un autre contexte. Mais est-ce que du coup j'écris intelligence artificielle et après je dis Oui. capacité de concentration, ou je dis directement ce que ça me permet d'avoir sans dire que ça vient de là?
Si, il faut que tu dises d'où ça vient, c'est mieux. D'accord. Hésite pas à donner un exemple, tu vois, peut-être intelligence artificielle, ça peut faire peur parce que c'est le sujet, tu vois, où on entend un Oui, petit c'est peu ça. partout. Est-ce que si je peux dire des choses et le recruteur il va se dire, oula, non, c'est trop pour moi, je veux pas de ça. Non, ça va dépendre de ce que tu mets dans tes détails d'expérience. Hésite Ok. peut-être pas à projeter, un petit peu comme je l'ai fait là, tu vois, en expliquant, pas uniquement, une liste avec, ben, ça m'a procuré, telle compétence, telle compétence, telle compétence, mais c'est peut-être telle compétence, 2 points et expliquer en quoi ça peut être utile dans la fonction de commis de cuisine. C'est quelque chose aussi que tu vas pouvoir retranscrire à un niveau macro dans ta lettre de motivation, tu vois? Ok. Si tu arrives à faire le parallèle et à vraiment te focaliser sur la mission en question, l'entreprise, elle va te donner certainement ta chance. Parce que ben, t'as pas, tu vois, t'as pas juste dit, bah voilà, je suis qui je suis et basta. Tu viens avec une proposition de valeur en plus. Tu viens avec quelque chose à offrir. D'accord. Merci. Donc oui, n'hésitez pas à mettre qui vous êtes, il n'y a rien à cacher. Ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des niveaux de connaissances et peut-être de méconnaissances, surtout par rapport à la case 1G, il faut pas du tout le masquer ni le cacher, il faut simplement aller au-delà et montrer ce qu'il y a aussi derrière. Ok. Merci beaucoup. Et je t'en prie, merci à toi pour ta Bonjour question. monsieur, j'ai une question aussi. Oui, Nous, en tant que étudiants à Télécom Paris, on a accès gratuitement aux fonctionnalités de CV Designer pendant combien de temps? Pendant les 3 ans de notre scolarité ou ça se passe comment? alors là, c'est pendant au moins un an. Non, ouais. Ouais, c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a des soucis, alors Marie-Hélène est en train de dire le tout le temps de votre scolarité. Si jamais, de toute façon, il y a des soucis particuliers et qu'à un moment, mettons, vous veniez à quitter l'école ou quoi que ce soit, c'est votre compte avant tout. Ce qui veut dire que dès lors que vous sortez de l'espace Télécom Paris, ou même si vous venez être diplômé, à la fin, vous allez conserver vos CV. Il y aura simplement des options auxquelles vous n'aurez plus accès, certains modèles auxquels vous n'aurez plus accès. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin de votre scolarité, vous pourrez basculer sur un compte CV Designer, on va dire candidat classique. Donc, vous pourrez réutiliser et mettre à jour les CV que vous avez déjà fait pendant que vous étiez étudiant. Ok, ça marche, merci. Et merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le CV, la manière de le concevoir, sur CV Designer, sur le stage? Peut-être aussi le point de vue recruteur. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant, par exemple, des cours particuliers rémunérés. Est-ce que Ouais. ça constitue une expérience professionnelle ou c'est autre chose? C'est quelque chose. Si, alors tu peux la classer dans la catégorie ou dans la section expérience professionnelle. Tu peux la mettre dans activité personnelle ou activité extrascolaire. Donc ça, c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux articuler ton CV. Par contre, 1000 fois oui, ça a sa place sur le CV. Ce qui est important, c'est peut-être de faire ressortir le côté un petit peu pédagogique de la chose, parce que du coup, au-delà de transmettre un savoir, parce que tu as fait prépa, parce que tu es en école d'ingé, peut-être un plus jeune que toi, c'est le côté transmission de savoir, c'est le côté faire apprendre à quelqu'un, tu vois. Donc, ça, c'est les valeurs les plus importantes. Il y a aussi la fiabilité parce que quelque part, tu as un planning à respecter. Tu dois respecter des créneaux horaires. Donc, toutes ces petites choses-là, il faut que tu arrives à peut-être les lister sur une feuille où tu fais peut-être un jeu de mind mapping, tu vois, ce genre de choses, pour peut-être identifier après 4-5 des éléments clés que tu vas pouvoir souligner. Ok, merci beaucoup. Et j'avais aussi une question, Oui, si on a vécu par exemple à l'étranger, oui, donc c'est pas simplement parce que j'ai vu par exemple il y avait des cases voyage, oui. mais est-ce que vivre à l'étranger c'est quelque chose qui est un peu à part, qui se distingue du voyage? Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça en valeur? Oui. Alors, typiquement, c'est une information que tu devrais même faire figurer sur ton CV. Peut-être que ça a davantage sa place dans la section langue. Tu vois, par exemple, si tu as vécu, je ne sais pas, 5 ans aux États-Unis, bah, typiquement, tu vas forcément avoir un niveau d'anglais qui va être supérieur à la moyenne. Alors, je dis forcément, évidemment, il y a plein de cas où peut-être que c'est pas vrai, mais on va imaginer que oui. Euh, L'idée, c'est que tu vas devoir le dire que tu as vécu à l'étranger pendant combien de temps. Si c'est parce que tu es parti seul pour t'expatrier, pour faire un tour du monde, tu peux aussi en parler. Si c'est parce que tu as suivi ta famille, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, là c'est vraiment la sphère privée. Par contre, ce qui va être intéressant,
c'est effectivement de dire que non seulement peut-être tu as développé le langage de la vie quotidienne, donc ça c'est une capacité à interagir dans un environnement multiculturel, et c'est ça en fait qui va vraiment faire la force de ton profil. Et si potentiellement tu as déjà fait un petit job dans le pays en question, ça peut être aussi de le préciser. Et là du coup, dans le détail et dans les précisions de tes langues, sur la langue en question, il va falloir que tu détailles un peu plus. Après, tu peux aussi le mettre dans la rubrique voyage. Mais c'est vrai que voyage, on le met souvent si tu en as au moins deux, parce qu'une section avec un seul voyage, c'est un peu, bon, ça fait un peu tâche, entre guillemets. Mais par contre, il faut que tu rentres dans le niveau de détail. C'est pendant combien de temps? Est-ce que tu as bougé d'un endroit à un autre? Est-ce que tu as fait plusieurs pays? Pour vraiment, non pas que le recruteur se dise, OK, il est parti en vacances, mais que c'était une vraie expérience qui a été formatrice pour lui. Ok. Ouais, ça te paraît clair? Ouais, du coup, ok, faut toujours voir ça, essayer de l'assimiler à les langues, donc ce que ça nous a appris, et aussi si on a eu des jobs et des compétences grâce au fait d'avoir vécu dans un autre pays. C'est ça. Les langues, le plus important, c'est ce qu'il faut traduire sur un CV, c'est ta capacité par rapport à une langue. Est-ce que tu peux la comprendre? Est-ce que tu peux la parler? Est-ce que tu peux l'écrire aussi potentiellement? Si tu as vécu à l'étranger, on va se douter que grosso modo, tu as les trois. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel niveau finalement de maîtrise, même d'intégration dans la culture, de compréhension de la culture en question, tu as. Et là, c'est typiquement la durée qui va faire la distinction. Donc, si tu as vécu à l'étranger pendant 10 ans ou si tu as la double nationalité, ça devient automatiquement quelque part des avantages parce que tu as un critère différenciant, parce que on sait que tu vas savoir t'adapter. Et typiquement, si je prends l'exemple de tout à l'heure en commis cuisine, parfois en commis cuisine, tu as aussi des étrangers qui travaillent et qui parlent très mal français. Toi, tu sais très bien parler anglais, ça devient une force. Ok. Merci beaucoup pour vos conseils et Je pour la t'en prie. présentation. Merci à toi et puis bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question très spécifique. Dans le cas où on a des expériences de job d'été, Oui. mais sur plusieurs années, par exemple, je sais pas, 2016, 2017, 2018, comment on fait pour la période? On met de 2016 à 2018, on met plusieurs fois l'expérience. Alors, ça va dépendre un petit peu de si tu as d'autres expériences ou pas. Est-ce que tu en as d'autres ou c'est J'en uniquement ai un petit le peu à même côté, job ouais. d'été chaque année? Non, j'en ai un petit peu à côté, mais pas des grosses, mais un petit peu. Ok. Si c'est l'expérience que tu veux mettre la plus en avant, à ce compte-là, tu peux mettre la période étendue. Par contre, il va falloir préciser dans les détails que c'était uniquement pendant les périodes estivales de chaque année. Tu vois, donc tu D'accord. commences par dire voilà, chaque été. Parce qu'il ne faut pas induire le recruteur en erreur en pensant que tu as 3-4 ans d'expérience. Ça, c'est le plus important. Après, si c'est, on va dire, quelque chose qui est un petit peu périphérique ou peut-être secondaire par rapport à tes autres expériences, peut-être que ça vaut le coup de le mettre qu'une seule fois sur une petite période pour que la ligne elle prenne moins de place, pour que tes autres expériences qui, pour le coup, apporteraient plus, occupent davantage d'espace et du coup de détails. Et du coup, à l'intérieur, tu mets juste entre parenthèses, OK, je l'ai fait pendant 3 ans. Ok, Tout dépend un petit peu du degré de priorité que tu veux faire de cette expérience-là. ok, super. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, hein. Oui, j'ai une question sur les lettres de motivation que je comprends pas exactement. Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans en fait? Dans la lettre de motivation? Ok. Dans la lettre de motivation, l'objectif, très clairement, il va servir à deux choses. C'est un, en savoir un peu plus sur toi par rapport au CV et essayer de se faire une idée de finalement, de ta personnalité à travers la manière dont tu vas présenter les choses. Grosso modo, ça sert à ça. Le troisième cas, c'est pour vérifier l'orthographe. Ce que tu dois mettre à l'intérieur, c'est pourquoi en fait quelque part tu postules à l'entreprise. Donc, ça commence un petit peu par une histoire. C'est peut-être parler de l'entreprise pour montrer que tu as bien cerné certains éléments et qu'il y a des choses qui t'ont interpellé et qui t'intéressent. Deux, c'est expliquer un petit peu ton projet professionnel. Dans le cadre, si tu es en stage de première année, c'est d'expliquer le contexte de ta demande et pourquoi est-ce que tu as très envie de travailler dans cette boîte-là.
Enfin, le dernier point, c'est peut-être de faire un rappel sur les éléments que tu apportes. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté un peu bienveillance, montrer que tu es autonome. Ça commence aussi par là, dans la lettre de motivation, par dire que tu viens avec un ensemble de compétences, que tu as certes des choses à apprendre, mais ce qu'il faut laisser transparaître, c'est que tu es opérationnel tout de suite. Voilà, et que tu as soif de découvrir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur pour les raisons qui te motivent. Donc, c'est la lettre de motivation, c'est pas uniquement voilà, je suis motivé et ça m'intéresse. C'est une histoire qui est un peu tournée entre vous, moi, nous. C'est souvent une structure qu'on va retrouver. Alors, elle est parfaitement critiquable sur plein de sujets, mais ça donne déjà une piste un peu de construction. Par contre, il faut que ce soit quelque chose où tu transmettes des choses. Voilà. Si tu transmets un petit peu des choses et que tu vas un peu au-delà de ce qu'il y a dans le CV, tu vas avoir une lettre qui va être très personnelle. Et dès qu'elle est personnelle, quand elle est lue, tu augmentes largement ton taux de recontact possible. Très souvent, il y en a qui font les générateurs en ligne. Oui, ça va vite, c'est pratique, mais du coup, on a des lettres qui sont très impersonnelles. Et quand tu as 150 candidatures qui tombent et tu as 4-5 fois le même contenu de lettres, ça la fout mal. Donc voilà, si tu dois retenir une chose, c'est essaye peut-être le vous, moi, nous. Le vous permet de montrer que tu t'es bien intéressé à l'entreprise et ce qu'elle fait. Le deuxième, c'est ce que toi, tu attends finalement de ce stage et ce que tu peux potentiellement apporter. Quoique ça, c'est plutôt même la troisième partie. C'est grosso modo ta proposition de valeur pendant la période. Tu vois, si c'est un truc complètement estival, je ne sais pas, moi, c'est dans une entreprise viticole. Tu apportes de l'énergie en plus, tu apportes des bras en plus, tu apportes peut-être des compétences organisationnelles en plus. N'hésite pas à formuler une première proposition de valeur si tu sais que derrière, ils embauchent certainement des stagiaires. Et tout à l'heure, vous disiez qu'un CV, il est lu entre 7 et 30 secondes. Pourquoi les recruteurs, ils liraient une lettre alors? Parce que quand ils reçoivent les CV, ils en reçoivent autant généralement que de candidatures. Donc, si on prend l'exemple de tout à l'heure, 150, sur les 150, ils vont faire les premiers tris. Donc, le CV, en un coup d'œil, tu peux balayer un petit peu les typologies de contenu. Il y a des mots-clés qui vont retenir ton attention. Donc, assez rapidement, tu te fais un premier avis, même si parfois, ce n'est pas celui qu'on aimerait. Une fois qu'ils ont parcouru les CV, ils font deux tas, entre guillemets, c'est non et pourquoi pas. Et sur le tas du pourquoi pas, après, ils vont regarder un petit peu plus loin. Donc, ils vont regarder la lettre de motivation, s'il y en a une. Potentiellement, s'ils ont vu que tu as postulé avec CV et lettre de motivation assortie, ils ne vont même pas lire la lettre de motivation, ils vont directement t'appeler. Parce qu'ils ont vu que tu as prêté attention à la candidature. Donc, c'est aussi ça, le jeu de la candidature. Ensuite, il y en a qui vont lire la lettre pour vérifier que ce n'est pas une candidature qui est faite dans le vent. Comme je le disais tout à l'heure, on sait que c'est très, ça prend beaucoup d'énergie et c'est un peu chiant, hein, on ne va pas se le cacher, au bout d'un moment d'envoyer des candidatures, de ne pas avoir des réponses parce que les entreprises mettent un peu de temps. Bon, le jour où elles lisent ta lettre de motivation, si elle est bien faite, ça peut vraiment faire la différence. Et ce qui peut se passer, et moi je vais parler d'expérience personnelle, c'est que j'ai déjà recruté quelqu'un en stage uniquement parce que sur sa lettre de motivation, ça m'avait plu. J'avais senti qu'il y avait un effort. Il s'était adressé à nous de manière personnelle. Il n'y avait que 2 fautes d'orthographe. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais faites quand même gaffe. Et derrière, j'ai été convaincu, ce qui veut dire que les autres CV, je ne les ai même pas regardés. Tu vois. Donc ça sert aussi à ça. Pensez aussi à une chose, là on sort un peu du cadre CV candidature, c'est LinkedIn. Si vous avez un profil LinkedIn, mettez-le à jour et sachez que potentiellement l'entreprise, elle va taper votre nom dans LinkedIn et elle tombera sur votre profil si vous en avez un. Donc soignez aussi cette apparence-là. C'est un petit peu méta CV, méta lettre de motivation. Mais voilà, pour répondre à ta question, le premier temps de lecture sur le CV, c'est uniquement la présélection. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ils ne vont pas passer plus de temps. Ils vont passer plus de temps à regarder ton CV, ils vont même peut-être t'appeler pour vérifier si c'est vrai, si tu as vraiment eu telle expérience, etc., etc. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ça répond à ta question? Ouais, absolument. Super, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Non? Non, on a eu que des mecs. Non?
du tout? Tout est clair pour vous? Si c'est le cas, je n'ai plus qu'à vous remercier une nouvelle fois d'avoir suivi du coup cette petite conférence, petit atelier. Et puis, évidemment, les documents suivront, alors le support de présentation et du coup la vidéo de replay que Marie-Hélène vous transmettra. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre attention, pour vos différentes questions. Et nous, on vous dit à très bientôt du coup sur CV Designer et bon courage pour vos recherches de stage à venir. Voilà, bonne journée.